Donc deuxième formation sur le thème du développement commercial à l'international, avec donc Arnaud Leron qui nous accompagne toujours et qu'on remercie. Donc Arnaud Leron, vous êtes fondateur et dirigeant de International Business Action, cabinet de conseil et d'accompagnement à l'international pour les entreprises françaises. Comme on le disait tout à l'heure, la conjoncture économique mondiale est un petit peu compliquée. Les entreprises cherchent des zones de croissance à fort potentiel. On a vu tout à l'heure le cas du Brésil. Globalement, il y a beaucoup d'autres pays comme dans la zone Asie, en Amérique du Sud, qui sont à fort potentiel également. Donc la question qu'on se pose là, c'est quels sont les outils pour se développer à l'international. Oui. Alors le premier outil à prendre en compte, c'est l'étude de marché. Oui. Alors en fait, je vais rajouter une première chose qui peut aider les chefs d'entreprise à visualiser quelle est la problématique, c'est de dire à chaque fois que je vais trouver un nouveau pays, c'est comme si je crée une nouvelle entreprise. C'est-à-dire, je vais faire un nouvel investissement quelque part, donc quel va être mon chiffre d'affaires, sur ce chiffre d'affaires, quelle est ma marge, et combien je dois investir pour réussir à atteindre ce chiffre d'affaires et cette marge. Et après, si on arrive à visualiser tout ça, on va se rendre compte si c'est intéressant ou non de le faire, et le chef d'entreprise est capable de dire « Ah ben non, j'y vais ou j'y vais pas ». Donc effectivement, l'étude de marché, c'est basique, hein, on retourne un peu tous à l'école de commerce ou quand on a cette approche-là, mais c'est essentiel de ne pas être opportuniste et de savoir regarder quels sont les endroits à plus fort potentiel. Donc ce qu'on conseille à tous nos clients, c'est toujours de repartir, même si on a des idées très précises, on repart sur une analyse mondiale et on définit des critères de choix. Par exemple, de dire, eh bien, on va sélectionner les pays en fonction de leur potentiel, mais aussi de la concurrence, des contraintes géographiques, légales, financières. On va définir un certain nombre de critères et on va essayer de regarder assez sommairement, on n'a pas besoin de faire des études de marché ultra complexes, quels sont les pays les plus intéressants et y trouver une logique. Et en fonction de ces critères-là, en général, on arrive assez facilement à une grille de sélection en fait, qui permettra de choisir le premier, le deuxième, le troisième pays, voire une zone. C'est très important parce que ça veut dire que vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'actionnaires, etc., on est capable d'expliquer pourquoi on va aller au Brésil, par exemple, ou dans d'autres briques, hein, peut-être l'Inde, la Chine, etc., ou bien si au contraire on va rester en Europe ou si on va aux États-Unis. Il ne faut pas qu'on dise ah ben non, parce que j'étais à un salon, j'ai fait un voyage, donc voilà, c'est l'opportunité. Non, il faut absolument revenir à la base, être capable d'expliquer pourquoi on y va. Donc l'étude de marché est importante. Une fois que vous avez fait cette étude de marché mondiale, après, si vous avez sélectionné le Brésil ou Singapour ou que sais-je, ou même votre voisin, l'Espagne, pourquoi pas, après il faut approfondir et dire justement afin de savoir quel est le chiffre d'affaires que je peux obtenir, avoir un minimum de données sur quelle est la concurrence, quel est le chiffre d'affaires potentiel pour moi et qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre. Donc au bout d'un moment, on va réfléchir, est-ce qu'il faut que j'ai un agent, un distributeur, est-ce qu'il faut que je m'implante sur place. Tant qu'on n'a pas une visibilité du marché, en gros, on ne peut pas mettre un plan d'action en marche. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas capable de prendre une décision d'investissement. C'est basique, mais c'est très important. Donc il faut recommencer par une étude de marché. C'est l'outil numéro 1, à savoir maîtriser ou se faire aider pour faire ces études de marché et avoir de la visibilité. Sans visibilité, à l'export, moi, je ne bouge pas. Alors, donc la visibilité, ça va être le deuxième point qu'on va aborder justement. Après avoir réalisé une étude de marché, avoir défini donc le secteur d'activité, le pays dans lequel on va s'installer, il y a un gros travail sur les outils de communication. On pourrait dire comme en France, sauf que là, il y a des spécificités en plus culturelles à prendre en compte dans le choix de ces outils de communication. Oui, absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est communiquer auprès de qui. C'est pas forcément au début communiquer auprès du client final, mais ça peut être communiquer auprès des importateurs, des distributeurs, des agents, des partenaires qu'on va trouver. Donc déjà, on aura un message à faire passer. Ce message à faire passer, il va passer soit par rapport à des dossiers, des mails qu'on va envoyer en disant « Regardez comme on est beau, on a envie de travailler avec vous, etc. » Donc il faut savoir se vendre. Et ça passe aussi par un site internet en général. Donc il faut définir quel est le message qu'on veut porter par rapport à une action. On n'est pas forcément sur le consommateur final, mais bien sur les gens qu'on vise par rapport à une étape. Et en fait, ça ne suffit pas du tout de prendre une plaquette commerciale française et de la traduire dans la langue du pays qu'on souhaite aborder, ou bien de mettre simplement sur son site internet un nouvel onglet. Effectivement, souvent il y a de l'interculturel, il y a des messages à passer. Parfois ça peut être un discours simplement technique qu'on va essayer de faire passer. Il y a des outils, notamment auprès du Bifrance, les bureaux de presse à l'étranger, qui permettent de faire passer des articles sur le savoir-faire français dans tel et tel domaine, et avec ça on va avoir des remontées. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut communiquer, pourquoi communiquer, mais la communication est un outil essentiel pour commencer à aborder les pays qu'on a visés, à partir du moment où on s'inscrit dans une stratégie qu'on a prédéfinie, parce qu'on sait pourquoi on va aller dans ce pays-là et qui on veut chercher et auprès de qui on veut communiquer. Mais c'est essentiel de savoir communiquer, d'investir un minimum dans la communication. Internet coûte pas très cher, mais avoir un site qui dit ce qu'on veut
le message qu'on veut faire passer, c'est important. Là encore, c'est nécessaire de se faire accompagner pour pouvoir connaître les spécificités du pays que vous venez d'évoquer. Oui et non, ça dépend des pays. Les pays limitrophes, en général, oui, c'est assez proche de notre culture, ça va un petit peu. C'est pas trop compliqué. Par contre, c'est sûr que si vous voulez communiquer en Chine ou en Inde, etc., c'est peut-être pas idiot de faire appel à des gens qui connaissent ces pays-là, qui connaissent la culture, ou au moins de le faire valider, de faire valider votre message avant de le diffuser largement. Parce que si vous envoyez la mauvaise image, ça va être difficile à rattraper par la suite. Donc oui, il faut le contrôler un petit peu. Mais c'est pas forcément des dépenses très onéreuses. C'est un outil stratégique, la communication. D'accord. Est-ce que les salons sont un lieu privilégié de rencontre d'acteurs locaux ou un lieu privilégié pour se faire connaître d'une manière générale? Ouais, c'est un sujet que j'adore, les salons, parce que la France a beaucoup investi dans les salons, notamment avec UbiFrance, qui est très performant. On est présent sur beaucoup de salons, on a des pavillons France, donc ça ne coûte pas très cher de faire un salon grâce à l'aide de l'État français. Donc ça, c'est intéressant. En même temps, un petit peu le défaut de cette approche-là, c'est que beaucoup de gens ont utilisé le salon comme l'arme ultime, en disant, super, je fais un salon au Brésil, j'ai un stand, je vais avoir des clients. Et en fait, si c'est pas travaillé en amont, si on n'a pas contacté les importateurs, distributeurs ou les clients principaux qu'on vise, si on leur a pas donné rendez-vous sur le salon, et si on est simplement là, derrière son stand, à attendre de récupérer des cartes de visite, ça crée énormément de problèmes parce qu'en fait, vous ne voyez que ceux qui passent au salon et vos cibles, les partenaires principaux, sont pas forcément au salon, ils vont pas forcément venir sur votre stand. Et donc, on voit aussi des gens qui ont sélectionné leurs agents comme ça, et en fait, qu'est-ce qu'ils font en rentrant en France? Ils regardent ceux qui ont demandé, qui sont passés en disant « j'aimerais bien être agent » et ils choisissent parmi ceux-là. Dans 90% des cas, c'est pas les meilleurs agents qui font ça. On peut avoir de la chance, mais moi je préfère faire des recherches avant, savoir quel serait l'agent idéal par rapport à mon secteur, par rapport au pays, quitte à me faire aider du UbiFrance sur place, de l'ambassade, d'autres gens, de la chambre de commerce, de conseil. Mais je veux savoir quels sont mes partenaires idéaux et après je leur donne rendez-vous sur le salon. Donc le salon, c'est bien quand on a déjà une petite stratégie, on sait pourquoi on y va, qui on veut rencontrer et on donne rendez-vous aux gens sur le stand et en même temps c'est une opération de communication, d'image intéressante. Mais le salon n'est pas l'outil ultime, surtout en termes commerciaux ou pour recruter un agent ou un partenaire, surtout pas. Mais c'est intéressant. Alors vous nous disiez que la France a beaucoup misé sur les salons. La France a la particularité de proposer beaucoup d'aides et de subventions. Oui. Et ce sont là également des outils pour le développement commercial à l'international. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces aides et subventions? En fait, on doit être le pays au monde qui a le plus d'aides et subventions à l'export, alors à l'innovation et à l'export. Donc on a beaucoup de chance. Moi, j'entends souvent à l'étranger des gens qui disent « Ah, vous avez tout ça, c'est incroyable ». Et paradoxalement, on en a peut-être trop parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, du coup, ont eu la chance de faire un voyage. Ça peut être avec le MEDEF, avec UbiFrance, avec leur fédération, donc beaucoup de voyages d'affaires, de salons qui sont organisés. Mais en même temps, je connais beaucoup de gens qui accompagnent ces personnes-là, même des politiques, et qui reviennent et ils disent dans l'avion du retour, on vend aux chefs d'entreprise qu'on veut, ils sont tellement contents, ils ont vu le pays, ils ont récupéré plein de cartes de visite, c'est super, mais 3 mois après, en général, les cartes de visite, elles sont toujours sur le bureau. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas préparé avant ce type de déplacement. Alors, les aides et subventions à l'export, donc on l'a vu, il y a les salons, il y a des déplacements qui sont subventionnés, mais en fait, il y a beaucoup d'outils tels que l'assurance prospection COFAS, tels que le crédit d'impôt export, qui n'est pas très connu, on connaît le crédit d'impôt recherche, mais moins le crédit d'impôt export, et qui sont autant de facilités. Il y a le PPE aussi d'Oseo, qui est un prêt pour l'export, qui vient souvent compléter l'assurance prospection. Donc il y a beaucoup d'aides, régionales, nationales, qui peuvent même parfois couvrir jusqu'à 80% des frais qu'engendre une action de développement à l'international. C'est-à-dire qu'une bonne assurance prospection, COFAS, peut aller de 300 à 500 à 1 million d'euros sans aucun problème, parce que ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont un véritable projet. Et dans ce projet-là, il faut mettre donc les coûts commerciaux, les coûts de voyage, les coûts de réception, les frais juridiques, les frais de communication, les cabinets de conseil en France et sur place, les factures sont éligibles à ce type de choses, et donc on a un vrai dossier, et on est capable d'aller voir la COFAS en disant, bah regardez, je veux dépenser 300 000 euros sur 3 ans sur le Brésil, voilà ce qu'il y a dedans, mais par contre, c'est pour attaquer tel marché, parce que j'ai fait une étude de marché, je sais quel va être mon chiffre d'affaires, et voilà. Et donc les gens qui analysent ces dossiers-là disent, bah oui, il y a en fait assez peu de risques, c'est une démarche qui est structurée, qui est fondée, qui est réaliste, et donc la société va réussir. Et donc quand on a une démarche structurée, on peut avoir énormément d'aides, et la France a besoin maintenant que les chefs d'entreprise aient conscience de tout ça et commencent à travailler leur projet export en mode projet, et seront énormément aidés, puisqu'en fait, en France, on n'a pas d'aide pour faire du commercial, de la communication, ce genre de choses. À l'international, si. Encore faut-il avoir un bon projet, mais on a énormément d'aides et subventions.
Auprès de qui est-ce qu'on peut avoir une connaissance, un panorama global de toutes les aides qu'on peut obtenir? Parce qu'un problème peut-être aussi, c'est qu'on a beaucoup d'aides, mais on ne les connaît pas. Ouais. Les chefs d'entreprise connaissent peut-être peu. C'est vrai, il paraît qu'il y en a plus de 5000 en comptant les aides régionales. On n'a pas encore véritablement de guichet unique en France. Moi, je suis aussi conseiller du commerce extérieur de la France. On est des bénévoles à aider des chefs d'entreprise à leur donner justement ce type d'informations. On va en trouver auprès du Bifrance, on peut en trouver régionalement dans les chambres de commerce. Donc la plupart des acteurs de ce qu'on appelle l'équipe de France de l'export, en fait, ont ces informations-là, sont capables de les donner. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un guichet unique. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut avoir un vrai dossier, quitte à se faire accompagner, mais donc plutôt sur la stratégie, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, toutes les personnes vont vous dire, bah voilà, l'assurance prospection, COFAS, c'est à tel endroit. Tous les outils, en fait, on le trouve assez facilement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un guichet unique qui va vous dire, qui va vous indiquer tout ce qu'il faut faire, comment le faire. Il y a un moment, le chef d'entreprise doit écrire son projet. Et après, avec son projet, on va l'envoyer vers les différentes, vers Oseo, vers la COFAS, etc. Et il va récupérer toutes les aides et subventions. Mais on ne fait pas de l'export pour récupérer des aides et subventions. Donc on fait un projet et après il y en a énormément, jusqu'à 80%, voire 100% si on rajoute des prêts en complément de l'assurance prospection qu'on fasse, un PPE d'Oseo par exemple. On peut tout à fait avoir des avances et des prêts qui couvrent la totalité d'une démarche. D'accord. Et le dernier outil majeur d'aide au développement à l'international, c'est le réseau. Tout simplement, oui. C'est-à-dire que c'est une notion qu'on peut aussi avoir dans le développement français. Hein, c'est une notion clé du développement. Alors expliquez-nous comment s'utilise un réseau dans un autre pays que notre pays d'origine. Oui, en fait, ce qui est important à l'international, encore plus qu'en France, c'est de savoir utiliser les réseaux. Alors les réseaux, ça peut être justement l'équipe de France de l'export dont on parle. On a un réseau, UbiFrance est présent dans tous les pays, il y a beaucoup de chambres de commerce, il y a beaucoup d'hommes d'affaires français qui sont sur place, il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont capables aussi d'aider des plus jeunes entreprises avec une sorte de système de portage. Et il faut savoir l'utiliser parce que dès qu'on va quand même à l'export, on prend un peu plus de risques. C'est quand même plus complexe. On a un degré de complexité qui est plus fort. Donc le réseau, c'est quand même un moyen assez extraordinaire d'éviter de faire certaines erreurs, de récupérer des bonnes pratiques et d'aller beaucoup plus vite. C'est sûr que si vous trouvez dans votre industrie quelqu'un qui a déjà fait la même démarche sur un pays proche, par solidarité, va vous dire quand même, bah, voilà ce que j'ai fait comme erreur, voilà ce que je peux faire. Il faut pas hésiter à demander et essayer de trouver des gens qui connaissent ces pays, qui connaissent le secteur, qui ont été, et dès le début d'être très ouverts, parce que très souvent, quand on fait de l'international, beaucoup de nos schémas ou d'idées préconçues sont remises en cause, et il faut être très souple pour pouvoir s'adapter à des nouvelles demandes. Et faut surtout pas, l'erreur à ne pas faire, c'est de trouver quelqu'un qui dit « Ah, je connais ce pays, je m'occupe de vous », et c'est faux. Moi, j'ai beau être français, je vais jamais dire « Je vous aide partout en France ». Je peux pas être un bon DAF, un bon fiscaliste, un bon commercial, un bon marketeur, c'est pas possible. Donc en fait, il faut trouver les bonnes personnes, et c'est un état d'esprit en permanence, savoir chercher, chasser presque les bonnes personnes pour la partie du projet qui nous intéresse à un moment donné. Donc c'est presque un état d'esprit, une façon de travailler qui est un peu plus en réseau, effectivement. Très bien, donc merci Monsieur Laurent pour tous ces conseils. On rappelle votre site pour ceux qui voudraient en savoir davantage. C'est le www.ib comme internationalbusiness-action.com. Merci, à bientôt. Merci.